Chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre cher amphithéâtre Lévi-Strauss, où j'ai grand plaisir à vous retrouver comme souvent le mercredi maintenant. Alors, nous allons reprendre aujourd'hui le fil de d'un cycle que nous avions interrompu il y a maintenant quelques mois, penseurs d'hier et d'aujourd'hui, et nous allons le faire en accueillant Étienne Klein, qui va vous présenter à travers sa conférence tout un travail autour d'Albert Einstein et que nous avons intitulé « Einstein et la relativité ». Alors je vous rappelle que ce cycle « Penseurs d'hier et d'aujourd'hui » est consacré d'une part à la redécouverte, disons pas à la redécouverte, mais à la revisitation des grandes découvertes scientifiques, mais également au travail d'analyse et d'expertise des grands systèmes de pensée, en essayant de prendre la mesure de leur pertinence pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Étienne Klein est physicien. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, au commissariat scientifique. Et nous avons le grand plaisir de l'avoir. Il a par ailleurs une émission hebdomadaire qui était intitulée « La conversation scientifique » et que vous trouvez sur France Culture à partir de 16h le samedi. Et puis il a publié toutes sortes d'ouvrages dans les domaines qui sont les siens, c'est-à-dire beaucoup la philosophie des sciences, beaucoup les essais scientifiques, beaucoup de domaines comme cela, mais également des essais, je dirais, de portée très générale. Alors, Étienne, je vais vous passer la parole, bien sûr, pour une heure de conférence, si vous le souhaitez. Ensuite, je vous inviterai à me rejoindre et nous verrons les questions des participants à cette conférence ensuite. La parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une bonne année 2021. Il est encore temps. Je vous souhaite une année-lumière, sans mettre un tiret entre les deux mots, parce que si on met un tiret, une année-lumière, ça devient une distance beaucoup trop grande. Et donc, je vous souhaite simplement une année lumineuse. À l'invitation d'Olivier Détourné, je vais donc vous parler d'Einstein. Einstein et la relativité. Alors, Einstein, vous le savez tous, c'est une sorte de figure monumentale, c'est un monolithe écrasant, c'est une mythologie gelée à lui tout seul. Il fut à la fois une sorte d'intellectuel total, mais aussi un héros populaire auquel on a consacré de son vivant et après plus de 2000 livres, si mon compte est bon, des milliers d'articles, des centaines de documentaires. On l'a tellement photographié que son visage est aussi connu que la face de la Lune. On l'a également statifié, décortiqué. On a même découpé son cerveau en lamelles pour les analyser. Et en l'an 2000, c'est lui que parmi une liste impressionnante de grandes figures, les lecteurs du magazine Time ont choisi pour symboliser l'homme du XXe siècle. Einstein a travaillé sur énormément de sujets, la lumière bien sûr, l'espace et le temps, la gravitation. Il a aussi déposé des brevets, car il était aussi ingénieur. Et c'est bien sûr les travaux qu'il a menés sur la relativité, plutôt sur les relativités qui sont les plus connues. Et je vais essayer aujourd'hui de vous raconter comment ces deux théories, la relativité restreinte, qu'il a publiée en 1905, et la relativité dite générale, qu'il a publiée en 1915, se sont construites. Je parlerai évidemment de la fameuse formule E égale mc2, qu'il a également publiée en 1905. Et enfin, si j'ai le temps, j'évoquerai la posture d'Einstein vis-à-vis de l'espace et du temps, c'est-à-dire comment il avait tel ou tel rapport à la géographie, à l'endroit où il se trouvait. Et j'essaierai de vous convaincre que sa façon de considérer sa position dans l'espace obéissait aux principes qu'il avait mis au cœur de ces deux théories de la relativité. Alors je vais commencer l'histoire assez tôt, parce que l'histoire de la lumière est une histoire évidemment très ancienne, mais je commencerai par le début plutôt de la fin du XVIIe siècle, lorsque Newton affirme, et tout le monde le croit, que la lumière est une sorte de mitraille constituée de corpuscules qui se déplacent dans l'espace vide. Autrement dit, Newton considère que la lumière est un phénomène physique de nature corpusculaire. Ce sont des petites billes qui se déplacent dans l'espace. Mais un siècle plus tard, au début du XIXe siècle, à la suite d'expériences qui sont menées par Thomas Young en Angleterre ou bien Augustin Fresnel en France,
s'impose peu à peu l'idée que la lumière est un phénomène non pas corpusculaire, comme l'avait cru Newton, mais ondulatoire. Et la preuve, c'est que la lumière est capable de produire ce qu'on appelle des interférences. La lumière est capable de s'ajouter à elle-même, soit de façon constructive, soit de façon destructive, ce qui donne lieu à des interférences. Et dans la foulée de cette découverte capitale, les physiciens se mirent presque tous à croire en l'existence de ce qu'ils ont appelé un éther emplissant tout l'espace et empêchant par là même l'espace d'être totalement vide. Alors pourquoi est-ce que l'éther était si nécessaire à leurs yeux? Eh bien à cause précisément de la nature de la lumière, ondulatoire donc, d'autant plus que la théorie de Maxwell, formalisée au cours des années 1860, était venue démontrer de façon formelle que la lumière est bel et bien un phénomène ondulatoire, mettant en jeu des ondes électromagnétiques se propageant à la vitesse de la lumière. Donc la lumière est constituée d'ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière. Or, à cette époque, une onde était systématiquement considérée comme une entité physique qui progresse en faisant vibrer quelque chose du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, au passage d'une vague, phénomène ondulatoire par excellence, c'est l'eau qui vibre, ou plus exactement la surface de l'eau, ce qui permet à la vague qu'elle porte de se propager. Dans le cas de la lumière, pensaient les physiciens, ce qui vibre à son passage, c'est l'éther qu'on appelait luminifère, c'est-à-dire l'éther porteur de la lumière. Et ils supposaient que cet éther emplissait la totalité de l'espace, jusque dans ses moindres recoins. L'espace newtonien n'était donc plus vide. Et la question qui se posait évidemment, c'était de quoi cet éther est-il fait? A-t-il une structure? Est-il constitué par exemple de petits ressorts qui vibrent? Était-il plutôt solide, plutôt élastique? Avait-il une masse non nulle? Et après quelques hésitations, une première conclusion s'est imposée. La théorie de Maxwell, la théorie électromagnétique, laissait entendre que l'éther ne ressemblait à aucun matériau connu. Il était sans masse, il était invisible, il était dépourvu de viscosité, et en fait, et en définitive, il n'avait qu'une seule propriété fondamentale. Il devait être absolument immobile. Donc l'éther était une sorte de cadre fixe présent partout dans l'univers. Alors, à partir du moment où ce résultat a été établi, un physicien américain qui s'appelle Albert Michelson, aidé bientôt par un autre physicien qui s'appelle Edward Morley, n'ont eu de cesse, tous les deux, de vouloir mesurer, grâce à ce qu'on appelle un interféromètre, la vitesse de la Terre par rapport à cet éther censé être absolument immobile. L'idée, c'est que si l'éther est immobile, la Terre, elle, se déplace par rapport à lui. Question, quelle est la vitesse de la Terre par rapport à l'éther? Et ils ont fait des expériences par lesquelles ils tentaient de voir comment les mouvements de notre planète dans l'espace pouvaient mesurer la vitesse de la lumière mesurée dans un laboratoire terrestre. Et les résultats de leurs mesures furent toujours négatifs. Ils n'observèrent jamais la moindre variation de la vitesse de la lumière, quelle que fût la direction de l'interféromètre, ce qui laissait entendre que la vitesse de la Terre par rapport à l'éther était nulle. Et cette conclusion, évidemment, les a mis dans l'embarras. Est-ce que ça voulait dire que la Terre était immobile par rapport à l'éther, et donc elle était absolument immobile, comme l'éther? Ou bien est-ce que c'était le signe que l'éther était lui-même entraîné par la Terre? Mais alors, pourquoi spécialement par la Terre et pas par un autre objet céleste? Et il se trouve que dans les années qui ont suivi, on est là en 1880 à peu près, trois physiciens, ont proposé séparément une formule compatible avec la drôle de cinématique que semble avoir la lumière. Le premier, c'est un professeur de philosophie naturelle et expérimentale à Dublin qui s'appelle George Fitzgerald, qui publie en 1889 des formules qui rendent compte de la cinématique bizarre de la lumière.
Un peu plus tard, en 1892, un physicien hollandais qui s'appelle Hendrik Lorentz publie les mêmes formules à Leyde, en Hollande. Et un peu plus tard, le mathématicien français Henri Poincaré publie les mêmes formules. Et ces formules étaient assez bizarres parce qu'elles conduisaient à modifier la loi de composition des vitesses. Les vitesses ne se composent plus en s'ajoutant simplement, comme c'est le cas dans l'expérience quotidienne. Quand vous marchez sur un tapis roulant, eh bien, votre vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse de votre marche par rapport au tapis, plus la vitesse du tapis par rapport au sol. On ajoute les vitesses. Et là, il semble que pour la lumière, ça ne marchait pas de cette façon. Il s'agissait d'une combinaison un peu plus subtile que la simple addition, et on nomma ces formules les transformations de Lorentz. Et ces transformations ont pour curieux effet de mélanger les coordonnées d'espace et de temps. Lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre, le temps semble, d'après ces formules, se transformer partiellement en espace et l'espace partiellement en temps, ce qui contredit les principes de la physique de Newton, par exemple. Alors, les physiciens, bien sûr, ont noté cette bizarrerie, mais elle ne les tourmentait pas outre mesure. À leurs yeux, les formules de Lorentz n'étaient qu'une sorte d'outil, de convention, permettant de lier entre eux des objets en mouvement relatif. Mais la structure de ces formules de Lorentz posait toutefois un problème philosophique gravissime, car elle semblait impliquer que les corps solides, qui se déplacent dans l'espace à des vitesses très grandes, non négligeables par rapport à la vitesse de la lumière, se contracteraient dans le sens de leur mouvement sous l'effet d'une sorte de pression exercée sur eux par l'éther luminifère. Autrement dit, lorsque les corps vont très vite, nous disent les formules, il semblerait qu'ils se contractent dans le sens de la propagation par une force mystérieuse exercée par l'éther luminifère sur ces corps. Et cette curiosité les embarrassait, mais ils ne lui accordaient pas une portée physique profonde. En fait, et c'est Einstein qui va le comprendre, je vous expliquerai comment, ces formules nous disent des choses essentielles sur le monde, et ces choses essentielles ne furent vraiment comprises que par Einstein en 1905. Pour interpréter correctement ces formules, il faudra renoncer à l'idée que l'espace et le temps sont absolus, et il faudra admettre que la contraction des longueurs n'est pas la conséquence d'un effet dynamique qu'exercerait l'éther, car ce dernier n'existe pas. En fait, cette contraction des longueurs est simplement un effet de perspective dans l'espace-temps. J'y reviendrai. Finalement, Lorentz et les autres, Fitzgerald et Poincaré, ont établi les lois mathématiques qui constituent le cœur de la théorie de la relativité restreinte, tout en se trompant sur leur interprétation physique. Alors, je vais remonter un peu dans le temps maintenant pour vous expliquer comment l'apparition de cet éther luminifère a fait entrer la physique en crise et comment Einstein a permis à la physique de sortir de cette crise. L'éther luminifère, je l'ai dit, devait posséder la propriété d'être absolument immobile. Or, ce statut très particulier contredisait l'un des trois principes de la physique de Newton, qu'on appelle la physique classique, qui traite de la dynamique des objets matériels et qui repose notamment sur ce qu'on appelle le principe de relativité. Ce principe de relativité, ce n'est pas Einstein qui l'a inventé. D'après les historiens, c'est plutôt Giordano Bruno, qui a été brûlé, comme vous le savez, en 1600, et il a été repris, sans que Bruno soit cité, par Galilée. Et Galilée le définit de la façon suivante, en deux phrases. Il dit « Le principe de relativité est un principe selon lequel le mouvement est comme rien. » C'est-à-dire, quand nous sommes en mouvement, tout se passe pour nous comme si nous n'étions pas en mouvement. Et il ajoute « L'immobilité est un mouvement partagé. » Par exemple, là, je suis immobile par rapport à cette table, mais cette table et moi-même, à l'heure où je vous parle, se déplacent à très grande vitesse autour du Soleil. Mais comme nous sommes dans le même référentiel, notre vitesse relative est nulle et nous partageons la même immobilité.
Et ce principe de relativité, finalement, dit que les lois physiques ne sont pas modifiées par le mouvement. Si, par exemple, vous roulez à vélo à vitesse constante et en ligne droite, et si vous laissez tomber une pierre, celle-ci suivra par rapport à vous, c'est-à-dire par rapport au référentiel dans lequel vous vous trouvez, la même trajectoire que si votre bicyclette était à l'arrêt. Elle tombera à vos pieds, que vous soyez en mouvement ou à l'arrêt. Le principe de relativité implique donc qu'une stricte équivalence démocratique unifie tous les référentiels. Qu'un référentiel soit au repos ou en mouvement ne modifie en rien ce qui s'y passe, au sens où les phénomènes physiques y conservent la même allure et les lois physiques la même forme. Par conséquent, il n'existe aucun référentiel particulier qu'on pourrait distinguer des autres en prétendant qu'il serait immobile dans l'absolu. En effet, sitôt désigné, un tel référentiel pourrait toujours être considéré comme en mouvement par rapport à d'autres référentiels ayant exactement le même statut que lui. En somme, la mécanique de Newton, la mécanique classique, nous dit « rien n'est immobile dans l'absolu ». Rien n'est immobile dans l'absolu. Alors que l'électromagnétisme de Maxwell semble nous dire « l'éther luminifère est absolument immobile ». Et donc il y a une sorte de contradiction entre ce que dit la mécanique de Newton et ce que dit la théorie de Maxwell de l'électromagnétisme à propos de l'éther. Les deux théories qui sont parfaitement validées chacune dans son domaine s'appuient sur des principes respectifs qui sont en contradiction mutuelle. Comment résoudre ce hiatus ? Certains physiciens en étaient venus à questionner les principes de la mécanique au motif qu'ils contredisaient le statut quasi sacré à leurs yeux de l'éther. Mais Einstein, alors tout jeune, n'était pas du tout prêt à les suivre les yeux fermés. Il tenta de changer la perspective en effectuant ce qu'on pourrait appeler un pas de côté. En août 1899, donc 6 ans avant 1905, alors qu'il a tout juste 20 ans, au beau milieu de ses vacances, il écrit à Mileva Maric, qui est la jeune fille qui étudie avec lui à l'école polytechnique de Zurich, qui deviendra son épouse quelque temps plus tard. Il écrit ceci: « Je suis de plus en plus convaincu que l'électrodynamique des corps en mouvement, telle qu'elle se présente actuellement, ne correspond pas à la réalité et qu'il doit être possible de la présenter de façon plus simple. L'introduction de l'éther dans les théories de l'électricité a conduit à l'idée d'un milieu ayant un mouvement dont il est possible de parler sans que l'on soit capable, à mon avis, d'associer une signification physique à ce que l'on dit. Je crois que les forces électriques ne peuvent être définies correctement que dans un espace vide, c'est-à-dire un espace dans lequel il n'y a pas d'éther. » Fin de citation. Ça veut dire que dès cette époque, 1899, l'idée d'un éther luminifère était donc devenue problématique pour Einstein. En fait, Einstein, il avait déjà depuis longtemps mené une longue et persistante réflexion à propos de la lumière. En juin 1895, alors qu'il a 16 ans, il est domicilié avec ses parents près de Milan, après qu'il a démissionné du lycée de Munich, dans lequel il étudiait. Il avait démissionné parce que la discipline dans ce lycée était beaucoup trop dirigiste et militaire à ses yeux. Il avait démissionné en jurant que plus jamais il ne remettrait les pieds dans une salle de classe. Il était donc en 1895 déscolarisé. Il a passé une année en dehors de toute école et il a écrit une lettre à son oncle maternel, César Koch, une lettre qu'il a intitulée, qui est une sorte de petit mémoire, qu'il a intitulé « Sur l'état présent des recherches à propos de l'éther dans les champs magnétiques ». C'est un texte rédigé en allemand, évidemment en allemand gothique, sur des feuilles d'écolier. Et Einstein, qui n'a que 15 ou 16 ans, y énumère les sujets de recherche qu'il voudra explorer tout au long de sa vie, dit-il. Et tous ces sujets, dont il donne la liste,
ont trait à la propagation de la lumière dans l'espace. L'une de ces questions est la suivante, une sorte d'expérience de pensée. Il se pose la question suivante. Qu'adviendrait-il si de la lumière émettait de la lumière? Question évidemment qui en ouvre d'autres. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? Pourrait-elle aller plus vite que la lumière émettrice? Mais alors, de la lumière irait plus vite que la lumière. Et puis si on ajoute les vitesses, comme on a l'habitude de le faire, la vitesse de la lumière émise par la lumière, c'est la vitesse de la lumière qui est la source, plus la vitesse de la lumière, ce qui fait 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5. Et donc Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, et si les vitesses s'ajoutent, alors il doit exister un escalier cinématique qui permette que de la lumière ait une vitesse infinie. Et la question c'est, est-ce que ce raisonnement est juste? Et un peu plus tard, en 1896, il est à cette époque-là à nouveau scolarisé, non pas en Allemagne mais en Suisse, dans une petite ville qui s'appelle Aarau, dans un lycée où les méthodes pédagogiques sont beaucoup plus libérales qu'en Allemagne. Et Einstein là a passé sa 17e année, et un jour, il formule une question en forme, là encore, d'expérience de pensée. Simplement là, l'expérience de pensée va mettre en scène son propre corps, ce qui sera sa grande originalité par la suite. C'est une question étrange qui est à rebours du mode de pensée classique des physiciens, puisque précisément, il imagine son corps dans une certaine situation, il imagine qu'une certaine théorie physique est exacte, et il essaie de ressentir avec son corps ce qu'il éprouverait dans la situation qu'il a imaginée, si les lois physiques qu'il a prises en référence sont vraiment vraies. Et la question qu'il se pose est la suivante. Comment percevrais-je la lumière si je chevauchais un rayon lumineux? Dans cette situation, les ondes électromagnétiques dont est constituée la lumière me paraîtraient stationnaires. Si vous êtes à cheval sur une onde électromagnétique, vous êtes dans la position d'un surfeur qui est posé sur la crête d'une vague et qui va suivre le mouvement de la vague. Donc la vague qui est devant lui est immobile par rapport à lui, la vague qui est derrière lui est immobile par rapport à lui, il avance avec elle, de sorte que le surfeur voit autour de lui des ondes qui sont immobiles par rapport à lui, qui sont stationnaires. Et donc Einstein se dit, la lumière est en fait d'ondes électromagnétiques. Si je suis à cheval sur une onde avec mon corps, je percevrai une onde stationnaire. Or, Einstein savait déjà à cet âge-là que les équations de Maxwell qui décrivent la propagation de la lumière n'ont pas de solution correspondant à ces situations stationnaires. Et donc Einstein se demande, est-ce que c'est mon expérience de pensée qui est impossible ? Ou est-ce que ce sont les équations qui disent qu'elle est impossible qui sont fausses? Et il va mettre 9 ans à régler ces problèmes, à réfléchir sur cette question. Et 9 ans plus tard, à Berne, en 1905, donc au mois de juin, il va publier un article qui va répondre à ces questions et qui contient ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité restreinte. En fait, dans cet article, assez facile à lire, il contient assez peu de formules, il est rédigé un peu comme un brevet d'ingénieur. Einstein propose d'enterrer définitivement l'éther luminifère en affirmant que ce milieu mystérieux, inventé par les physiciens, est superflu. Et cette mise à mort conceptuelle va être l'un des ferments de cette théorie de la relativité restreinte. La lumière n'a besoin d'aucun support pour se propager dans l'espace. Contrairement au son, elle voyage par elle-même dans le vide. Elle est donc un phénomène physique à part entière, une vibration autonome et non plus l'ébranlement d'un milieu, l'éther, qu'elle traverserait en prenant appui sur lui. Einstein a compris que le véritable absolu dans cette affaire réside dans la lumière, plus exactement dans sa vitesse.
la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. C'est-à-dire qu'elle est indépendante à la fois de la vitesse de sa source et de celle de l'observateur qui la mesure. Par exemple, si une voiture s'approche de moi tout phare allumé, je pourrais spontanément penser que la lumière qui m'arrive, qui est émise par les phares de la voiture, aura une vitesse égale à la vitesse de la voiture plus la vitesse de la lumière. Eh bien, Einstein nous dit non. Quelle que soit la vitesse de la lumière qui s'approche de moi, même si elle est très élevée, même si elle est proche de celle de la lumière, eh bien, la vitesse de la lumière que je mesurais, la lumière émise par les phares de cette voiture, sera toujours égale à la même valeur, qui est celle de la vitesse de la lumière. Autrement dit, la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. En disant cela, Einstein tenait les réponses aux deux questions qu'il s'était posées pendant son adolescence, en Italie d'abord, à Milan, puis en Suisse, à Aarau. Si de la lumière émettait la lumière, quelle serait la vitesse de la lumière émise? Réponse, celle de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Comment percevrais-je la lumière si je chevauchais un rayon lumineux? Réponse, cette situation est impossible. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière pour n'importe quel observateur. Et donc je ne peux pas être immobile par rapport à elle. Je ne peux pas la chevaucher, puisque quelle que soit ma vitesse dans l'espace, la lumière ira par rapport à moi à la vitesse de la lumière. Et si on lit attentivement cet article de juin 1905, on voit que la première partie du texte ressemble à une sorte de brevet d'ingénieur. D'ailleurs, il travaillait à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, qui était une sorte d'office des brevets. Einstein parle par endroits à la première personne. Les calculs mathématiques sont élémentaires. Il n'y a pas de note infrapaginale. Il n'y a même pas de référence à quelque article ou expérience scientifique. L'auteur, qui se veut d'abord pédagogue, s'exprime comme s'il voulait former son lecteur, et il ne discute que de processus physiques extrêmement simples, tels que le comportement des horloges, des règles graduées et des corps en mouvement libre. Et les questions qu'il pose, dès la deuxième page, sont d'une naïveté désarmante. Par exemple, il pose cette question, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que tel train arrive ici, dans cette gare, à 7 heures? Et le pire, c'est qu'il répond. Il fait comme si les lecteurs vont apprendre grâce à lui ce que veut dire lire l'heure sur une montre. Il répond, eh bien, cela signifie que le passage de la petite aiguille de ma montre sur le chiffre 7 et l'arrivée du train à quai sont des événements simultanés. Bon, on pourrait se demander, mais pourquoi est-il si important de rappeler cette évidence qui est à la portée d'un enfant de 5 ans? En réalité, Einstein progresse en posant des questions simples, en répondant, puis en voyant comment la réponse engendre de nouvelles questions simples, en y répondant, etc., sans jamais lâcher le morceau. Par exemple, il se demande ensuite, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'annoncer que le train va arriver à 7 heures à la gare, si moi je ne suis pas à la gare? C'est-à-dire si je suis à distance de la gare. Comment est-ce que je peux savoir l'heure qu'il est là-bas si je n'y suis pas? Et puis autre question, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le train va arriver à 7 heures à la gare si moi-même je suis en déplacement par rapport à la gare? Voilà une question que personne n'avait jamais posée. Et donc en enfilant les unes derrière les autres des questions naïves, on peut arriver à des questions extrêmement profondes qui n'ont été examinées par personne auparavant. Et un peu plus tard, évidemment, ce mariage entre l'invariance de la vitesse de la lumière et le principe de relativité va conduire à ce que l'espace et le temps ne soient plus absolus mais relatifs. C'est-à-dire que la vitesse va modifier, la vitesse de déplacement dans l'espace va modifier la mesure que l'on fait de la longueur d'un objet, par exemple. Selon qu'on est immobile par rapport à lui ou selon qu'on est en déplacement par rapport à lui, on ne mesurera pas la même longueur. Pareil pour les durées. Donc l'espace et le temps deviennent relatifs.
Ensuite, au mois de septembre, Einstein, qui continue à réfléchir, il pense toujours aux mêmes choses, en fait, même quand il est en vacances. Il va avoir l'idée de ce qui va donner un tout petit article très court de septembre 1905, donc quelques mois plus tard, dans lequel il y a la fameuse formule E égale mc2, écrite avec des notations différentes. Alors, il se trouve que dans l'imaginaire collectif, la formule E égale mc2 est intriquée à deux événements tragiques qui sont la bombe larguée sur Hiroshima, qui s'appelait Little Boy, le 6 août 1945, et trois jours plus tard, le 9 août, la bombe Fat Man larguée cette fois sur Nagasaki, et qui ont toutes les deux provoqué évidemment les désastres que vous connaissez. Et on a donc amalgamé la formule E égale mc2 à l'idée de la bombe atomique. En fait, c'est un amalgame complètement injuste, injustifié, qui a commencé 1 an après le premier essai d'une bombe atomique qui avait eu lieu au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Donc quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines avant les largages des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et pour commémorer cet anniversaire, le magazine Time, daté du 1er juillet 1946, afficha sur sa couverture une représentation saisissante d'Einstein qu'il s'appelle le cosmoclaste, c'est-à-dire le destructeur de l'ordre. Elle montre le visage bienveillant d'Einstein, la crinière en bataille, avec les traits marqués, le regard portant au loin comme s'il interrogeait la postérité, cependant qu'en arrière-plan, une colonne de flammes et de fumée s'élève vers un nuage en forme de tête d'un cobra. Et inscrite sur le nuage, il y a la formule E égale mc2, qui vient là symboliser le pacte faustien que la physique la plus théorique aurait conclu avec le mal le plus concret. Pourtant, E égale mc2 n'a ni plus ni moins de lien avec la bombe atomique qu'avec le craquement d'une allumette ou la chute d'un crayon à papier. Alors pour le comprendre, il faut revenir à l'année 1905. Einstein est épuisé par la rédaction de son article sur la théorie de la relativité qu'on qualifiera, je l'ai dit, de restreinte. Il a dû rester d'ailleurs alité pendant plusieurs jours durant le mois de juillet. Et à la fin, il finira par accepter la proposition de son épouse, Mileva, de partir en vacances. Il accepta cette proposition, donc, et les Einstein partirent avec leur fils Hans Albert à Titel, en Serbie, où Albert Einstein fit la connaissance de ses beaux-parents qu'il n'avait jamais rencontrés. Et ce voyage ne l'empêcha pas de continuer à développer le fil de sa pensée. Et entre deux promenades, il lui est apparu que le mariage de l'espace et du temps qu'il avait célébré au mois de juin engendrait un drôle de rejeton. Le principe de relativité associé aux équations de l'électromagnétisme indique que la masse d'un corps est une mesure directe de l'énergie qu'il contient. Et quelques semaines plus tard, en septembre donc, il adresse à la revue Annalen der Physik un article intitulé « L'inertie d'un corps dépend-elle de son mouvement ?» En à peine 3 pages, il offrait une démonstration générale de l'équation E égale mc2, qu'il n'est sans doute pas le premier à écrire, mais qu'il est le premier à comprendre. Imaginons, dit Einstein, un corps qui émet la lumière, un corps qu'on chauffe, un morceau de métal par exemple qu'on chauffe. Comme vous le savez, un corps qu'on chauffe émet de la lumière, qui peut être de la lumière infrarouge, qui peut être de la lumière visible si la température est plus grande. Donc un corps chauffé émet de la lumière. Par ce processus, ce corps perd une certaine quantité d'énergie, exactement égale à celle qu'emportent les ondes électromagnétiques dont il est la source. Il émet des ondes électromagnétiques, de la lumière, qui a de l'énergie, donc le corps perd de l'énergie. Les ondes électromagnétiques étant dépourvues de masse, on s'attend à ce que cette perte d'énergie ne s'accompagne pour le métal
d'aucune perte de masse. Comment un corps pourrait-il perdre de la masse s'il ne rayonne rien qui soit massif? Ça, c'est ce que notre intuition nous indique. Mais ce que Einstein montre par le calcul, à partir de ces principes, à partir des principes de la théorie de la relativité restreinte, c'est qu'en réalité, le corps perd de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Autrement dit, un corps peut perdre de la masse s'il émet de l'énergie, même si ce qu'il émet n'a pas de masse. Et plus précisément, et c'est ce que montre le calcul, si un corps perd une énergie E, il se débarrasse concomitamment d'une masse égale à E divisé par C au carré, où C désigne la vitesse de la lumière qui apparaît là parce qu'il a pris l'exemple de corps qui perdent de l'énergie en émettant de la lumière. Donc en écrivant l'équation qui décrit la lumière, il y a le C, la vitesse de la lumière qui apparaît, ce qui fait que cette constante C se retrouve dans la formule E égale mc2. Mais là où Einstein est différent des autres physiciens qui avaient utilisé la même formule, c'est qu'il va attribuer une portée universelle à sa formule en affirmant que la formule doit demeurer vraie même si aucune lumière n'intervient dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. Autrement dit, E égale mc2, où C est la vitesse de la lumière, demeure vraie, cette formule demeure vraie, même si aucune lumière n'est présente dans le processus en question. En conséquence, si un corps perd de l'énergie, sous n'importe quelle forme, que celle-ci soit lumineuse ou non, il perd aussi de la masse en vertu d'une formule faisant intervenir dans tous les cas la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est donc plus seulement la vitesse de la lumière. Elle intervient de façon explicite dans tous les processus physiques, y compris dans ceux dans lesquels la lumière elle-même ne joue aucun rôle. Elle change ainsi radicalement de statut. Avec Einstein, elle cesse d'être la vitesse de propagation d'un phénomène physique particulier pour devenir une constante universelle de la physique. Et encore plus, c'est que la masse, qui jusqu'alors ne mesurait que la quantité de matière contenue dans un corps, en vient à mesurer aussi son contenu en énergie. Tout corps massif se voit doté d'une énergie de masse, c'est-à-dire d'une énergie qu'il possède du seul fait qu'il est massif. La formule E égale mc2 indique explicitement que cette énergie de masse se calcule en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. Dans cette opération, le statut de la vitesse de la lumière change une seconde fois. Elle se voit attribuer un rôle plus large que celui d'une vitesse associée à des déplacements, puisque l'équivalence qui s'établit là entre la masse et l'énergie ne fait aucune référence à aucun mouvement. Même immobile au repos, un corps massif contient de l'énergie, et la façon de mesurer cette énergie utilise une vitesse, alors même que ce corps est immobile. La formule E égale mc2 s'applique à tous les phénomènes dans lesquels de l'énergie est échangée ou transformée, mais rien en elle ne suggère le processus par lequel l'énergie contenue dans un morceau de matière, quel qu'il soit, pourrait être libérée. Autrement dit, il ne suffit pas de connaître l'uranium, ce qui était le cas en 1905, et la formule E égale mc2 pour penser à la bombe atomique. En fait, on a parlé de bombe atomique à partir de 1939, après une découverte qui a été faite complètement par hasard par Lise Meitner et Otto Hahn, qui est le fait qu'un isotope de l'uranium particulier, l'uranium-235, est capable, lorsqu'il est percuté par un neutron lent, peu rapide, de se fissionner, c'est-à-dire de se couper en deux morceaux, avec libération d'énergie. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire, qui s'accompagne de la libération de neutrons, qui eux-mêmes peuvent percuter d'autres noyaux d'uranium-235, et ainsi induire ce qu'on appelle une réaction en chaîne, ce qui a permis le développement de l'arme atomique, évidemment, mais aussi des réacteurs nucléaires qui fonctionnent sur des principes semblables avec des contraintes évidemment différentes.
Ça veut dire que Einstein n'a jamais pensé à la bombe et la formule E = mc2 n'impliquait pas par elle-même la possibilité de la bombe. Et d'ailleurs, Einstein n'a pas vraiment compris ce qu'était la fission. Il s'intéressait très peu à l'interaction nucléaire. Et il a fallu qu'au tout début de l'année 1939, Niels Bohr, qu'il connaissait bien, un autre grand physicien, lui rende visite à Princeton pour discuter avec lui des données les plus récentes sur la fission des noyaux d'uranium. Et Einstein l'a reçu avec une forme d'indifférence polie. Il n'a pas bien compris. Il a fallu qu'un peu plus tard, son ami hongrois Leo Szilard revienne le voir pour qu'Einstein se décide enfin et admette la possibilité d'une réaction en chaîne explosive. Et après avoir écouté Szilard, Einstein dira « Je n'y avais jamais pensé. Je n'y avais jamais pensé. » Et sitôt convaincu, il eut besoin d'agir. Et sachant Hitler capable de tout, surtout du pire, il voulut alerter le président des États-Unis du cataclysme que la fission de l'uranium et la réaction en chaîne pourraient causer. Et il a voulu informer Roosevelt, le président américain, de cette possibilité. Et il a écrit donc une lettre rédigée par Szilard, enfin il a signé plutôt une lettre rédigée par Szilard et Wigner, un autre physicien hongrois, qu'il a signé donc le 2 août 1939 à l'intention du président américain. Et c'est cette lettre qui va finir par, quelque temps plus tard, après l'attaque japonaise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, va conduire les Américains à lancer le projet Manhattan, qui va donc aboutir à la fabrication de plusieurs bombes atomiques. Ironie du sort, Einstein, en citant cette lettre, n'avait en tête que de parer à l'utilisation de la bombe atomique par les Allemands au cas où ceux-ci parviendraient à la fabriquer. C'était en quelque sorte un lanceur d'alerte. Et le 6 août 1945, apprenant par la radio le largage de Little Boy sur Hiroshima, il ne put articuler que ces mots « pauvre de moi ». Il était profondément touché par le drame du Japon qu'il avait visité en 1921, et c'est un peu comme s'il avait lui-même appuyé sur le bouton. Einstein dira de lui Oppenheimer, le père du projet Manhattan, le père scientifique en tout cas. Einstein était un solitaire qui aimait ses frères humains. Jamais il n'avait envisagé ce crime contre l'humanité. C'est le suprême et terrible paradoxe de la bombe atomique. Elle fut l'aboutissement ultime, mais indirect, de l'acte épistolaire d'un homme doux. Et Einstein, d'ailleurs, écrira en novembre 1945, donc quelques mois après Hiroshima et Nagasaki, il écrira ceci : « Je ne me considère pas moi-même comme le père de la libération de l'énergie atomique. Mon rôle en la matière a été tout à fait indirect. En fait, je n'ai pas prévu qu'elle serait libérée de mon vivant. Ce n'est devenu possible qu'à la suite de la découverte accidentelle de la réaction en chaîne, et ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, ni que quiconque aurait pu prévoir. » Mais on sait que l'histoire manie l'ironie, et elle ne fit pas exception pour Einstein. Le 1er novembre 1952, la bombe à hydrogène Mike dévasta l'atoll d'Enwethak. C'était un essai nucléaire atmosphérique. Mais cette bombe ne fit pas que détruire. L'analyse de ces déchets au laboratoire de Berkeley, aux États-Unis, montra que son explosion avait conduit par une succession de réactions en chaîne à la formation de 2 nouveaux éléments chimiques très radioactifs. Le premier, dont le numéro atomique est égal à 100, fut appelé le fermium, du nom de Enrico Fermi, ce physicien italien qui avait démontré la possibilité expérimentale de faire des réactions en chaîne. Le second élément, de numéro atomique 99, est un métal blanc argenté qui fut baptisé l'einsteinium. Cette information secrète ne fut relevée qu'après la mort d'Einstein en 1955. C'est un délai qu'on peut qualifier d'heureux, c'est une précaution qu'on peut qualifier de sage, car il y a fort à parier que cet étrange hommage aurait accablé Einstein. J'en viens maintenant à la relativité générale qu'Einstein a publiée en 1915, qui est une nouvelle façon de penser la gravitation.
Je vais donc vous parler de l'année 1905. Pardon, excusez-moi. Ça sera coupé au montage, je bois un petit coup. J'en viens à l'année 1907, donc 2 ans après la publication de la relativité restreinte. Einstein est toujours ingénieur à l'Office des brevets de Berne, et il n'a toujours pas de poste à l'université. Et un jour, en rentrant des déjeuners, il fait une sieste, comme il a l'habitude de faire, sur le tabouret sur lequel il s'assoit devant son bureau. Et il fait une sieste semi-éveillée, c'est-à-dire il ferme les yeux et il veille à pas complètement s'endormir. C'est-à-dire que s'il s'endort, eh bien, il y a un mouvement réflexe de son corps qui le réveille. Et comme ça lui permet de saisir les idées qu'il peut avoir dans cette sieste semi-éveillée, et il est capable de les saisir et d'en faire quelque chose. Il raconte que ce jour-là, un jour de novembre 1907, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Alors je le cite. « J'étais assis sur ma chaise, sur mon tabouret, dans le bureau des brevets à Berne, lorsqu'une idée m'est apparue. Si une personne tombe en chute libre, elle ne ressentira pas son propre poids. Je fus saisi. Cette pensée toute simple me marqua profondément. Mon excitation m'amena à développer une nouvelle théorie de la gravitation. » En fait, Einstein, qui là encore pense avec son corps, il imagine son corps en chute libre, il imagine qu'il tombe, et il essaie de comprendre ce que percevrait son corps s'il tombait en chute libre. Et il comprend que si on tombe, et si par exemple on a un livre à la main et qu'on le lâche, Galilée nous a expliqué que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Donc si je tombe avec ce livre à la main et que je le lâche, bien qu'il n'ait pas la même masse que moi, il va tomber à la même vitesse que moi. Donc ce livre qui tombe avec moi me paraîtra immobile. Je dirais qu'il est en lévitation. Autrement dit, je dirais qu'il ne subit pas la gravitation. Ce qui conduit à une analyse un peu bizarre. Quelle est la cause de ma chute ? La cause de ma chute, c'est la gravitation. C'est la force qui me fait tomber. Cette force enclenche une accélération, la mienne, et cette accélération annule la gravité qui la provoque. Autrement dit, on est dans une situation où l'effet produit par une cause, la gravitation, annule les effets de cette cause. Et ça, c'est quand même très bizarre. Et Einstein en déduit, grâce à cette expérience de pensée, l'énoncé d'un principe qu'il va appeler le principe d'équivalence, qui est donc le résultat de l'idée la plus heureuse qu'il a eue au cours de sa vie. Autrement dit, on comprend là, en plus des exemples que j'ai cités tout à l'heure, qu'Einstein avait l'art de choisir le point de vue qui éclaire le mieux les concepts et les situations. Aussitôt, le réel se trouve haussé d'un cran et la pensée réalise une sorte d'ascension sur place. En l'occurrence, cette expérience de pensée amena Einstein à postuler qu'il y aurait une sorte d'identité formelle entre accélération et gravitation. Autrement dit, une accélération peut effacer un champ gravitationnel réel et elle peut aussi créer l'apparence d'un champ gravitationnel là où il n'y en a pas. En conséquence de ce principe, une personne se trouvant dans une cabine d'ascenseur sans fenêtre ne saurait dire si la cabine est au repos dans un champ gravitationnel ou si elle est hors de tout champ gravitationnel mais poussée dans une certaine direction avec une accélération constante. Dans les deux cas, cette personne sentirait ses pieds plaqués au plancher et si elle lâchait un objet, celui-ci tomberait exactement comme il le fait sur Terre. Que vous soyez dans une cabine accélérée, en dehors de tout champ de gravitation, que vous soyez posé immobile dans un champ de gravitation, les effets que vous observez sont les mêmes. Une accélération équivaut
à un champ gravitationnel. Et suivant le fil de sa logique, Einstein proposa de généraliser le principe de relativité que la théorie de la relativité restreinte réservait aux seuls référentiels galiléens, ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire à ceux qui sont en mouvement rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres. Il va généraliser ce principe de relativité à tous les référentiels, y compris à ceux qui sont accélérés, en s'appuyant donc sur cette équivalence entre accélération et gravitation. 4 ans plus tard, on est donc en 1911, Einstein est à Prague. À Prague parce qu'enfin, il a obtenu un poste académique. Il est professeur à l'université allemande de Prague. Et il va découvrir là, parce qu'il suit toujours les mêmes idées, une conséquence extraordinaire qu'a le principe d'équivalence lorsqu'on l'applique non plus à un corps massif qui tombe ou qu'on accélère, mais à la lumière. Que devient le principe d'équivalence lorsqu'on l'applique à la lumière? Einstein fait une expérience de pensée. D'ailleurs, il habite un immeuble qu'on peut visiter encore, qui était électrifié, ce qui était rare à l'époque, avec une cabine d'ascenseur qu'il prenait tous les jours pour regagner son appartement. Et il imagine qu'il est dans cette cabine d'ascenseur accélérée. Donc il est dans la première situation que je développais tout à l'heure, cabine d'ascenseur, en dehors de tout champ de gravitation, accéléré dans une certaine direction. Il est dans la cabine. Il imagine qu'il y a un trou qui est percé dans la paroi de l'ascenseur, qui permet à de la lumière d'entrer dans la cabine. La vitesse de la lumière étant finie, c'est-à-dire non infinie, la lumière va mettre un certain temps pour traverser la cabine. Pendant ce temps, que fait la cabine d'ascenseur? Elle monte vers le haut, elle est accélérée, et donc la lumière va toucher la paroi opposée à un endroit qui n'est pas en vis-à-vis du point d'entrée, puisque la trajectoire de la lumière vue par l'observateur qui est dans la cabine sera une trajectoire courbée. Donc, Einstein qui est dans l'ascenseur voit une lumière dont la trajectoire est courbée par l'accélération de son référentiel. Là-dessus, il n'y a rien de très surprenant, sauf que Einstein se souvient du principe d'équivalence. Ce qu'il a vu dans l'expérience de pensée qu'il vient d'imaginer est exactement la même chose qu'il verrait si, au lieu d'être dans une cabine accélérée dans une certaine direction, il était dans une cabine immobile posée dans un champ de gravitation. Par exemple, dans le champ de gravitation terrestre. Donc la cabine est posée sur le sol, immobile, et Einstein fait la même expérience, il y a de la lumière qui entre, et il doit voir la même chose que dans la première situation, en vertu du principe d'équivalence. Donc alors que la cabine est immobile, la lumière aura une trajectoire courbée, comme dans la première situation. Dans la première situation, qu'est-ce qui courbait la trajectoire? L'accélération. Dans la seconde situation, il n'y a plus d'accélération. Qu'est-ce qui va courber la lumière? La gravitation. Einstein comprend que le principe d'équivalence implique que la gravitation courbe la lumière, bien que la lumière soit sans masse. Et ça, évidemment, c'est une révolution. Il va démissionner de son poste à Prague, retourner à Zurich. Pourquoi Zurich? Parce qu'à Zurich habite son ami Marcel Grossmann, qui étudiait avec lui à Zurich pendant qu'il était élève à l'Institut Polytechnique. Et Grossmann, à la différence d'Einstein, ne séchait pas les cours de maths. Et Einstein savait que Grossmann avait appris tout ce qu'on pouvait savoir sur les géométries dites non euclidiennes. Et Einstein a compris là qu'il fallait changer la géométrie de l'espace-temps pour tenir compte du fait que la lumière est courbée par la gravitation. Il comprend que ce phénomène-là pourrait être observé lors d'une éclipse totale du Soleil. Il y en a une qui s'annonce dès 1914. Pour le mois d'août, en Crimée, une expédition est montée, mais en Crimée, en 1914, c'est la guerre, l'équipe est arrêtée, les mesures ne sont pas faites, heureusement, parce que les prédictions d'Einstein, à cette époque, étaient fausses. Il n'avait pas trouvé les bonnes équations, et il faudra attendre novembre 1915 pour que Einstein publie les équations de la relativité générale qui modifient complètement la façon de comprendre la gravitation.
Au lieu d'imaginer que la gravitation est une force qui s'exerce au travers de l'espace, à distance, il faut imaginer que la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Un peu plus tard, il prédira l'existence des ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de la métrique de l'espace-temps, qui seront détectées pour la première fois un siècle plus tard, c'est-à-dire en 2015. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de vous raconter tout cela, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre conférence. Pour finir, je voudrais que nous discutions ensemble d'une phrase qu'Einstein a écrite un jour sur son rapport à l'espace. Voilà ce qu'il a écrit dans son journal. « Je suis véritablement un voyageur solitaire. Je ne me suis jamais senti pleinement chez moi, ni dans mon pays, ni dans mon foyer, ni avec mes amis, ni même dans ma famille proche. » Vous savez qu'Einstein a été d'abord allemand, puis à 16 ans, il a renoncé à la nationalité allemande pour ne pas faire le service militaire en Allemagne. Il était donc apatride, puis il est devenu suisse, puis il est devenu suisse et allemand, puis il a renoncé à sa nationalité allemande quand Hitler est arrivé au pouvoir. Il était donc suisse, puis il est devenu américain quand il a émigré aux États-Unis en 1933. Bref, il avait un rapport à la nationalité, disons, assez élastique. Mais ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que, en général, l'identification d'une personne à une région de l'espace-temps semble toujours s'imposer. Tout homme serait d'abord d'un pays, d'un endroit dans le temps, pour parler comme Peggy, ou tenir sa place, ou habiter pour vivre, en sa finitude, une vie d'homme en chair et en âme. C'est ce que dit Peggy. Et il me semble qu'Einstein fut un contre-exemple. Il incarna une sorte de génie du non-lieu. Et je vais vous donner quelques anecdotes pour finir qui éclairent, sans le prouver, ce que je tente de vous expliquer. Par exemple, en juillet 1933, il vit en Belgique, à Cocq-sur-Mer, un petit village au bord de la mer, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas retourner en Allemagne, puisque les nazis ont brûlé ses livres, investi son appartement, bref, il sent que sa sécurité serait menacée en Allemagne. Donc il est en Belgique et il va en Angleterre pour rencontrer Churchill et il rencontre aussi l'ancien Premier ministre qui est David Lloyd George. Et il est convié à un dîner et on lui demande de signer le livre d'honneur qui lui est tendu à la fin du repas. Et il y a une rubrique qu'il doit remplir où il y a marqué « adresse ». Quelle est votre adresse ? Et Einstein répond « aucune adresse ». Ce qui était factuellement vrai à ce moment précis de son existence et qui le fut d'une autre façon plus sophistiquée tout au long de sa vie. Il écrira d'ailleurs un jour à un de ses amis, en 1920, il écrit à Max Born ceci: « L'endroit où on s'installe, ce n'est pas important. En tant que parfait déraciné, je ne me sens pas qualifié pour te conseiller. » Parce que Max Born lui demandait s'il devait plutôt prendre un poste universitaire à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. Einstein dit les cendres de mon père sont à Milan. J'ai enterré ma mère ici il y a quelques jours à Berlin. Moi-même, j'ai erré sans cesse, étranger partout. Mes enfants sont en Suisse et les circonstances font qu'il n'est pas simple pour moi d'aller les voir quand j'en ai envie. L'idéal pour un homme comme moi est d'être chez soi n'importe où, avec ses proches et les êtres aimés. Je ne me sens donc pas le droit de te conseiller. Donc ça veut dire que la géographie n'était pas dans ses priorités et ne le serait d'ailleurs jamais. En fait, Einstein obéissait sans doute au principe fondateur de sa théorie de la relativité générale qu'il ne cessait de répéter. Les coordonnées n'ont pas de sens physique. Tous les systèmes de repérage dans l'espace-temps sont équivalents. Qu'est-ce à dire ? Que pour définir un événement dans l'espace-temps, on doit pouvoir utiliser n'importe quel système de coordonnées, autrement dit n'importe quel référentiel, sans que le choix effectué change la forme des équations de la théorie. En d'autres termes, aucun système de coordonnées ne peut être considéré comme spécial, fondamentalement différent des autres.
C'est ce qu'on appelle l'invariance par difféomorphisme, qui invite à considérer que ce qui se passe dans l'espace-temps est finalement plus essentiel que le mode de description de l'espace-temps lui-même, qui est toujours arbitraire. Symboliquement transposé au cas d'Einstein, comment se traduirait cette invariance ? Par un fait simple mais hégémonique. Ce qui avait lieu dans son esprit était beaucoup plus important à ses yeux que les coordonnées du lieu où il se trouvait être. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est rapportée par l'un de ses premiers biographes, qui s'appelle Philippe Franck, qui dit ceci, qui raconte ceci, une anecdote. Je me rappelle une visite au cours de laquelle nous décidâmes d'aller voir ensemble l'Observatoire d'astronomie de Potsdam. Nous étions convenus de nous y retrouver sur un certain pont. Comme je connaissais mal Berlin, je dis à Einstein que je ne pouvais pas garantir que je serais bien à l'heure. « Oh, me répondit-il, ce n'est pas grave, j'attendrai sur le pont, voilà tout. » J'insinuais, reprend Philippe Franck, j'insinuais que cela lui ferait perdre du temps. « Qu'à cela ne tienne, me répliqua Einstein, mon genre de travail peut se faire n'importe où. Pourquoi réfléchirais-je moins bien à mes problèmes sur ce pont que chez moi ? Cette indifférence au contexte spatial n'a pas été sans incidence directe sur son rapport au temps, en vertu d'une sorte de transformation psychologique, enfin une sorte de transformation de Lorentz psychologique. Einstein n'était jamais pressé ni impatient. Enfin, dernière anecdote, qui est peut-être la plus savoureuse, en 1919, après l'éclipse du Soleil observée par Eddington, qui montre qu'effectivement la lumière est déviée par la matière, en l'occurrence par le Soleil, eh bien la ville natale d'Einstein, Ulm, en Allemagne donc, il y a une rue de la ville qui a été baptisée Einsteinstraße, la rue Einstein. Mais après 1930, les nazis ne purent supporter un tel honneur rendu à un juif célèbre. Et le jour de son élection, le premier maire nazi de la ville changea l'Einsteinstraße en la Fichtestraße, qui ne reprendra le nom d'Einstein qu'après la victoire des Alliés en 1945. Et en 1946, Einstein apprend qu'il y a eu ces changements de nom donnés à la rue qui avait été un temps baptisée Einsteinstraße, et il écrit une lettre qui sera ma conclusion. J'avais eu connaissance à l'époque de l'amusante histoire des noms de rues qui m'avait bien fait rire. J'ignore si on en a changé depuis lors, et plus encore quand aura lieu un nouveau changement. Mais je suis tout à fait capable de modérer ma curiosité à ce propos. Je pense qu'un nom neutre, comme par exemple la rue de la Girouette, conviendrait mieux à la mentalité politique allemande et rendrait superflu à l'avenir tout nouveau changement de nom. Fin de citation. C'était pour Einstein une manière à la fois drôle et profonde de dire le peu de cas qu'il faisait des conventions que nous utilisons pour nous repérer dans l'espace-temps. C'était aussi une façon très élégante de moquer les revirements de l'Allemagne à son endroit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'essaierai, s'il y en a, de répondre à vos questions. Alors, justement, venez, cher Étienne. Nous allons prendre connaissance des questions que nos participants vont vous poser. Je les invite d'ailleurs à déposer ces textes sur YouTube pour que nous en prenions connaissance et que je les lise à haute voix. En attendant que la chose se produise, je voudrais, moi, vous poser une question, au fond, plus d'histoire, sur la réception des deux théories, de la relativité restreinte et de la relativité générale 10 ans plus tard. Est-ce que les contestations scientifiques ont été, dans chacun des deux contextes, importantes, et de quel ordre ? Alors, il y a deux situations très différentes. En 1905, Einstein est très peu connu, même pas des physiciens. Et il s'attend à ce que ces articles soient très rapidement commentés. Ils ont été publiés dans la plus grande revue allemande, Annalen der Physik. Einstein était un inconnu, mais il a quand même publié en mars, avril et mai des articles très importants sur l'effet photoélectrique, l'atome. Et il s'attend à ce qu'il y ait des réactions. Et il n'y en a pas.
Donc il a une sorte de, il le dit, une forme de dépression quand même. Et celui qui va le prendre au sérieux, c'est Max Planck, grand physicien, qu'on présente souvent comme étant le père fondateur de la mécanique quantique, qui va écrire à Einstein et qui va prendre au sérieux sa théorie et commencer à la propager dans le monde des physiciens. Donc ça sera une reconnaissance très lente, qui ne le vaudra jamais la grande célébrité. Il faut voir que la première fois qu'Einstein rencontre d'autres physiciens, théoriciens, c'est en 1909, en Allemagne. Il est invité à un congrès pour la première fois. Et il va rencontrer les grands physiciens en 1911 à Bruxelles, au premier conseil Solvay, qui est organisé par un industriel de la chimie, M. Solvay, qui rassemble dans l'hôtel Métropole à Bruxelles les plus grands physiciens de l'époque. Et Einstein, là, va faire connaissance de Poincaré, qui ne verra qu'une seule fois, la première fois, Marie Curie, Nernst, et beaucoup d'autres. Et puis pour la relativité générale, c'est un peu différent. Il l'a publié en novembre 1915, mais dès 1916, avec sa théorie, il calcule la trajectoire de Mercure, qui présentait une petite anomalie par rapport aux prédictions qu'on pouvait faire à partir des calculs de Newton. Il se trouve que le calcul d'Einstein permet de retrouver exactement, avec une précision effroyable, l'observation telle qu'elle avait été faite par les astronomes. Donc ça, c'est quand même une sorte de... C'est pas une preuve, mais c'est quand même une indication très forte que ces équations disent quelque chose d'intéressant à propos de la gravitation. Et puis, il y a la guerre, on est en guerre d'ailleurs en 1915, et en 1919, il y a une éclipse totale du Soleil qui est annoncée dans l'hémisphère sud, et un astronome anglais qui s'appelle Eddington, qui est un pacifiste, il veut montrer qu'un physicien allemand, avec lequel son pays était en guerre, qui a contesté la théorie de Newton, physicien anglais, a raison. Autrement dit que la science permet un rapprochement des peuples. Il va monter 2 expéditions dans l'hémisphère sud pour observer cette éclipse. Ils vont mesurer la déviation du Soleil. Malgré une météo capricieuse, ils arrivent à faire des mesures correctes. Et ils observent une déviation qui est celle calculée par Einstein. Et ça va faire d'Einstein... Einstein va être à la une des journaux dans le monde entier. J'ai chez moi une petite collection de une en Europe, sauf en France, parce qu'il y a grève de la presse. Mais aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, Einstein est à la une des journaux. Et c'est là qu'il devient une personne qui a une sorte de statut qui est en dehors de la condition humaine. Et aujourd'hui, du point de vue scientifique encore, est-ce que certaines de ces théories sont contestées? Mais, excusez-moi d'être un peu radical, mais Einstein, quand il se trompe, il a raison. C'est-à-dire, prenez l'exemple de la mécanique quantique. Aujourd'hui, on entend partout dire Einstein s'est trompé sur la physique quantique. C'est pas vrai. Il s'est trompé sur la nature. Il s'est trompé sur la nature. C'est-à-dire, en 1935, avec 2 collègues, Podolsky et Rosen, il écrit un article incroyable de 4 pages, qu'on appelle l'article EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, dans lequel il dit si la physique quantique est juste, et si elle est complète, alors elle prédit des phénomènes incroyables. Par exemple, 2 particules qui ont interagi restent corrélées à distance de façon très forte, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Il a vu que la physique quantique prédisait ça. Il est le premier à le voir. Il y a eu des expériences faites dans les années 80 qui ont montré que ce phénomène existait. Einstein pensait qu'il était impossible, ce qui lui servait d'argument pour dire que la physique quantique est incomplète, il lui manque des ingrédients. Donc il s'est trompé sur la nature. Il ne pensait pas que la nature pouvait abriter de tels phénomènes qu'on qualifie de non séparables. Donc, vous voyez, il s'est trompé évidemment sur d'autres choses. Par exemple, pour ça, moi j'aimerais bien qu'il revienne, parce que j'aimerais bien qu'on lui montre des choses qui se sont faites depuis qu'il est mort, en 1955, qui réagissent. Par exemple, les ondes gravitationnelles. Il les a prédites, mais il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. Et surtout, quand on les a détectées, on a pu comprendre qu'elles avaient été formées par la fusion de 2 trous noirs. Or, Einstein ne croyait pas aux trous noirs, qui étaient pourtant des solutions de son équation. Donc, on lui dit, voilà, on a trouvé des ondes gravitationnelles émises par des trous noirs, on les a détectées alors que tu pensais qu'on ne pouvait pas les détecter, et on sait qu'elles ont été produites par des fusions de trous noirs. Quelle est ta réaction? J'aimerais bien
Alors, on a une première question que je vous lis, là, vous l'avez en direct. L'invariabilité de la vitesse de la lumière est-elle seulement une simple affirmation de la part d'Einstein, ou cela a-t-il été mathématiquement démontré? On ne peut pas mathématiquement démontrer un résultat physique. Il faut les mathématiques, c'est la preuve mathématique qui sert de seul cadre de légitimité. On a démontré un théorème ou pas. Si on l'a démontré, c'est un théorème. Si on n'a pas pu le démontrer, c'est une conjecture. Bon. En physique, on est deux. Il y a la théorie, il y a l'expérience. C'est une sorte de sexualité qui, comme disait Feynman, diffère de l'onanisme. On est deux. Il y a le réel, il y a les théories qui prétendent le décrire. Il faut ajuster les deux. Et dans le cas d'Einstein, on n'a jamais vu d'expérience qui réclame qu'on modifie ce principe d'invariance de la vitesse de la lumière. Il n'a jamais été démenti par une expérience. On peut imaginer, d'ailleurs que ça a été fait dès 1911, on peut imaginer que la constante qui intervient dans E égale mc2, le C qui est là, soit pas le même que celui qui intervient dans la métrique de l'espace-temps. Oui. On aurait donc une théorie avec deux constantes. Mais c'est possible, c'est déjà prêt. Mais on n'a jamais eu besoin d'utiliser ces deux constantes. Une seule a suffi jusqu'à maintenant. Très bien. Sur que nous disent alors ces théories sur l'origine de notre planète? Est-ce qu'elles nous disent quelque chose? De la planète? Oui. Rien. 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 Et sur l'origine de l'univers, c'est autre chose. Voilà, de l'univers, d'une part. Mais... Alors, là, on est reparti pour longtemps. Mais oui, la relativité générale, elle a ceci d'incroyable, qu'elle permet de considérer que l'univers n'est plus l'enveloppe un peu bizarre, mal définie, qui contient tous les objets physiques, les étoiles, les galaxies, etc. L'univers devient lui-même un objet physique. C'est-à-dire que l'univers a des propriétés qu'il doit à lui-même et qui ne sont pas déductibles des objets qu'il contient. Par exemple, la courbure généralisée de l'univers, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose qui est dans l'univers. Okay. Donc, l'univers devient un objet physique, ce qui fait que quand on dit, au XXe siècle, l'univers a une histoire, on dit une phrase qu'avaient déjà dite des physiciens du XIXe siècle, notamment ceux qui faisaient de la thermodynamique, qui disaient l'univers a une histoire, il va vers la mort thermique. Mais dire l'univers a une histoire au XXe siècle, en s'appuyant sur la théorie d'Einstein, c'est pas la même chose que dire l'univers a une histoire au XIXe siècle. Bien sûr. Parce que dans le premier cas, quand on s'appuie sur Einstein, c'est l'univers en tant qu'objet qui évolue. Au XIXe siècle, c'est les objets qui sont dans l'univers qui ont une histoire. C'est pas la même chose. Et là, on sait que l'univers observable, il a une histoire, il est en expansion. Et quand on remonte au cours du temps, donc quand on fait dérouler le temps à l'envers, on aboutit à une singularité, à un point donc de taille nulle, température infinie, qu'on appelle le Big Bang. Et alors, la question, c'est est-ce que le Big Bang, c'est l'origine? La réponse, c'est non. Ben, voilà. Alors, oui, mais, mais encore. Ah, mais non, mais oui, non, je sais bien. Mais, il faut essayer, mais... Non, mais oui, parce que mais quand même... Alors, d'abord, quelle part prend-il, lui, dans cette élaboration? Il pensait que l'univers était stationnaire. D'accord. Donc il pensait donc, il a ajouté... Pourtant... En 1917, il a même rajouté une constante dans sa théorie qu'on appelle la constante cosmologique pour bloquer l'univers. On lui avait fait remarquer qu'il n'y a pas de solution stationnaire dans son équation. Donc son équation dit... l'univers, soit il est en contraction, soit il est en expansion, mais il ne peut pas être stationnaire. Einstein dit c'est pas possible, l'univers est forcément stationnaire. Donc il a rajouté une constante qui joue le rôle d'une anti-gravitation, voilà, pour calmer le jeu. Et puis dans les années 30, quand on a découvert expérimentalement que l'univers est en expansion, il a supprimé cette constante en disant qu'il avait commis là l'erreur, une bêtise, quoi. Aujourd'hui, cette constante revient parce qu'elle pourrait être l'énergie noire. Enfin, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous prenez simplement la théorie d'Einstein pour décrire la gravitation, qui est la force dominante à grande échelle, et vous déroulez les équations à l'envers, vous avez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'univers observable devient de plus en plus petit, sa taille rétrécit, de plus en plus chaud, de plus en plus dense. Puis on aboutit à une singularité à laquelle on associe un instant zéro, qu'on a appelé le Big Bang, une température infinie, une densité infinie. Bon. Et on a dit c'est le Big Bang
qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique, bon, etc. Et on en parle toujours comme ça. Or, on voit bien que ce discours-là, il ne va pas, il est incomplet. Pourquoi? Parce que quand on remonte le cours du temps, l'énergie augmente, je l'ai dit. La densité d'énergie augmente. Donc les particules, elles sont de plus en plus énergétiques. Donc elles subissent toutes les forces de la nature, pas simplement la gravitation. Elles subissent les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein, qui ne décrivent que la gravitation. Donc il y a un moment où cette extrapolation, même si elle est mathématiquement juste, devient physiquement fausse. Ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et quand on essaie de décrire, en mariant la physique quantique, qui décrit les trois autres forces, et la théorie d'Einstein de la gravitation, on essaie de voir ce qui s'est passé avant. Et quand on le fait, avec des modèles qui sont à l'ébauche, la singularité disparaît. Donc nous n'avons pas encore la preuve que l'univers a une origine. Il se peut que le Big Bang soit simplement une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel. Bref, avant de parler d'origine, il faut déjà prouver qu'il y en a eu une. On n'est pas sorti de l'auberge. Au contraire, on y est et on ne peut pas... Alors, on revient aux questions des participants. Quelles sont les théories actuelles les plus prometteuses pour unifier mécanique quantique et relativité générale? Comme vous savez, il y a plusieurs pistes. Quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup... Excusez-moi, Non, mais je vous en prie, j'ai la bouteille. Il vaut mieux avoir l'extinction de voix qu'être en voie d'extinction, mais... Très bien. Quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup de la théorie des cordes, qui invite à considérer que les particules ne sont pas des objets ponctuels, mais des petites cordes qui vibrent dans un espace-temps élargi, avec plus que 4 dimensions. Oui. Et c'est une théorie très séduisante, parce que même si dans ses principes, on ne met pas la gravitation, à partir des principes fondamentaux de la théorie, on peut déduire les équations d'Einstein, comme si la gravitation était déductible des principes de la théorie des cordes. C'est lui donner une aura incroyable. Et puis on s'est rendu compte que c'était plus compliqué, que par exemple, il n'y a pas qu'une seule théorie des cordes, il y en a un très très grand nombre, que si on met l'hypothèse de l'inflation dedans, on démultiplie la théorie, et du coup son statut est un peu moins fort aujourd'hui qu'il était dans le passé. Il y a des gens qui la contestent, les gens qui font de la gravité quantique à boucle. Et donc, si vous voulez, le problème de l'unification de la théorie quantique et de la relativité générale, c'est moins peut-être un problème théorique d'avoir les bonnes idées. Il y a beaucoup d'idées. La question, c'est comment les tester. C'est-à-dire comment trouver des situations expérimentales ou observationnelles dans lesquelles on serait obligé de tenir compte à la fois de la gravitation et des autres interactions, parce que le phénomène en question mettrait en jeu les 4 forces. Et ça, on n'a pas. Parce qu'en général, quand on fait de la physique des particules, on regarde les forces nucléaires ou électromagnétiques, il n'y a pas de gravitation, elle est négligeable. Et quand la gravitation est dominante, on peut oublier les effets quantiques. C'est comme si l'univers des physiciens s'était décorrélé. Alors que dans l'univers primordial, cette décorrélation ne peut pas avoir lieu. Les 4 forces jouent ensemble. Et donc je me pose la question de savoir si un jour on aura accès à des énergies suffisamment élevées pour tester les théories de gravité quantique ou les théories d'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Et ça ne se fait nulle part dans le monde. Ah non, la machine la plus puissante, c'est le LHC, Oui. le collisionnaire du CERN, qui va augmenter son énergie grâce à des modifications de la machine, mais on a gagné un ordre de grandeur sur l'énergie. C'est pas suffisant. Il faut aller soit près d'un trou noir, soit au mur de Planck, ce qui coûterait très cher aux contribuables. Alors, est-il possible de voyager à la vitesse de la lumière si on en croit la théorie d'Einstein? Non. Sauf si on est une particule de masse nulle. Mais par exemple, imaginez que je sois doublé sur ma gauche par un photon, par de la lumière qui va donc à la vitesse de la lumière. Je cours après. Je cours. Je cours à une vitesse qui finira, parce que je suis un super-héros, une vitesse qui va s'approcher de la vitesse de la lumière. Donc intuitivement, je me dis, mais le photon va à la vitesse de la lumière, moi je vais à une vitesse qui est proche de celle de la lumière. Donc l'écart de vitesse entre le photon et moi, c'est peu de choses. Il va plus vite que moi, mais quand même, je ne suis pas mauvais. Eh ben non, la théorie de la relativité
restreinte vous dit, non, même si vous courez à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, derrière un photon, la vitesse du photon par rapport à vous, c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est même pas la peine de courir. Que vous couriez ou pas, la vitesse du photon par rapport à vous est toujours la même. Très bien. C'est décevant et en même temps... Une question tout à fait historique. De quoi Einstein est-il mort? Alors je crois qu'il a fait une rupture d'anévrisme. Oui. On lui a proposé une opération et il a refusé en disant c'est bon. Il est mort en 1955, il avait 76 ans. Oui. Et voilà. Donc le cerveau. Et le cerveau, il a fait l'objet de... Alors je ne sais pas où était l'anévrisme. Peut-être. Mais c'est un cerveau qui avait quand même... Alors justement, il a été examiné, il a été oui, étudié, Einstein il a été fantasmé aussi pour toutes sortes de raisons. Oui. Et où est-ce qu'on en est? Alors, moi, je n'ai pas vraiment étudié le dossier. Ce que je sais, c'est qu'Einstein avait demandé à ne pas être enterré parce qu'il ne voulait pas être l'objet d'un culte. Donc, oui. Ses cendres ont été dispersées. Mais un médecin, désobéissant aux dernières volontés d'Einstein, a prélevé son cerveau. Il l'a mis dans le formol et ensuite, il a été analysé à différents endroits, je crois, coupé en lamelles, avec l'idée que la structure de son cerveau serait peut-être indicatrice de l'origine de son génie. Évidemment, on n'a rien trouvé de spécial, si ce n'est que c'était un cerveau un peu plus léger que la moyenne. Ce qui est fondamentalement très, très satisfaisant oui. Et très encourageant. Très bien. En tout cas, tous les fantasmes qui ont tourné autour de ça, évidemment, n'ont pas de fondement. Je veux dire, moi, je ne me suis pas intéressé, mais je ne crois pas que ce soit vraiment intéressant. Très bien. Très bien. Écoutez, j'en vois une dernière, mais je ne comprends pas très bien. À propos d'Einstein et de sa... Je vous l'ai dit, tel qu'il se présente, il est connu qu'Einstein avait envisagé d'un bon œil la destruction totale de l'humanité grâce à ses avancées. Je ne crois pas que cette proposition soit exacte. D'un bon œil? Oui, d'un bon œil. Alors c'est peut-être une erreur d'énoncé. A-t-il vraiment insisté auprès du président des États-Unis pour éviter, j'imagine, que la bombe soit lancée? Non, il n'a jamais vu d'un bon œil la fin de l'humanité. Par contre, il l'a envisagé. Il l'a envisagé, notamment quand il a milité contre les bombes atomiques pendant la guerre froide. Et quand il écrit à Einstein, comme je l'ai dit, il ne dit pas du tout à Roosevelt, faites la bombe. Il dit, en fait, j'ai le texte, je pourrais vous le laisser ou le lire. Il dit, c'est un lanceur d'alerte. Il dit, voilà, les Allemands sont en train de prendre de l'uranium ici ou là. Ils ont d'excellents physiciens. Les travaux d'Enrico Fermi, de Joliot-Curie et d'autres montrent qu'une bombe atomique est possible. Elle pourrait être dévastatrice. Je vous informe de cette possibilité. En quoi est-ce que ça montre qu'il rêve de la destruction de l'humanité? Non, il a été un lanceur d'alerte. Et d'ailleurs, Roosevelt, qui ne lit la lettre Einstein, enfin Szilard, Wigner et Einstein voulaient que la lettre soit transmise par Lindbergh, l'aviateur. Oui. Puis quand ils ont vu qu'il était un peu philo-nazi, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils l'ont donné à un économiste qui s'appelait Sachs, qui n'a pu la lire à Roosevelt qu'au mois d'octobre 1939. Et Einstein Roosevelt va monter un comité uranium, et c'est uniquement après la découverte du plutonium que l'engagement des États-Unis sur la bombe va devenir massif, à Los Alamos notamment. Très bien. Et Einstein n'a jamais collaboré à la fabrication de la bombe. Et quand il a appris la nouvelle, il a été très surpris. Il ne savait pas qu'il y avait le projet de bombe atomique. Quelle vérification expérimentale manque-t-il pour valider l'ensemble des théories d'Einstein? Là, il y a déjà beaucoup. Simplement, il y a un petit doute. C'est que... Est-ce qu'on y travaille toujours? Je veux dire par là que vous, par exemple, vous travaillez là-dessus sur des programmes? Non, mais il y a un grand problème. Il y a deux problèmes aujourd'hui. C'est l'unification, comme ça a été dit, gravitation, mécanique quantique, qui ont des espaces-temps complètement différents, qui ont des vides complètement différents. Le vide quantique n'a rien à voir avec le vide de la relativité générale. On ne voit pas comment l'univers pourrait avoir deux vides différents. Parce que si on avait deux, ça veut dire que le premier serait dans le second, donc le second serait plus vide. Un vide ne peut pas contenir un autre vide. Donc il y a des problèmes de cohérence comme ça. Ensuite, l'espace-temps n'est pas le même. Celui de la relativité générale est courbé, il est déformé par ce qu'il contient, par les dynamiques, par l'énergie, par la masse. Celui de la relativité restreinte ou de la mécanique quantique, il est statique.
rien ne peut l'affecter en quelque sorte. Donc il y a ces contradictions-là. Et puis surtout, quand on regarde la dynamique des galaxies, on voit que cette dynamique semble régie par les équations d'Einstein de la gravitation, aussi bien le mouvement des galaxies sur elles-mêmes que leur mouvement relatif, à condition de mettre dans les équations plus de matière, de masse que celle qu'on voit. D'où l'hypothèse d'une matière noire qui agirait gravitationnellement sur les objets sans qu'on la voie. Puis on ajoutait à cela ce qu'on appelle l'énergie noire, qui serait le moteur de l'accélération de l'expansion de l'univers. Ça veut dire que, voilà, dans l'univers, il y a des choses agissantes, mystérieuses. Mais là encore, est-ce qu'on n'est pas dans la métaphore? Je veux dire, par là, est-ce qu'on est, parce que vous le dites très bien, l'expérimental est presque inatteignable aujourd'hui. Oui, mais à ces niveaux-là. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans la métaphore, mais nécessaire et peut-être très utile pour les découvertes futures? Quand il y a un désaccord entre ce que prédit une théorie et ce qu'on observe, il y a deux solutions. Soit vous dites que la théorie est fausse, il faut la remanier pour qu'elle rende compte de ce qu'on observe comme ça. C'est ce qu'on appelle la solution législative. On change la loi. Soit, solution dite ontologique, on imagine qu'il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues, qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Quand je parle de matière noire, je choisis implicitement la solution ontologique. Je dis qu'il y a une matière inconnue qui agit gravitationnellement, et comme elle existe, ça fait que les équations d'Einstein sont valides. Mais il y a des gens qui disent non. On doit choisir la solution législative, on doit modifier la théorie d'Einstein, c'est ce qu'on appelle les théories de gravité modifiées, pour rendre compte du mouvement observé des galaxies sans invoquer la matière noire ou l'énergie noire. Eh bien, on ne sait pas qui a raison. Ça, c'est un vrai débat philosophique. Oui, ben, c'est un débat épistémologique. Et on ne sait pas à l'avance qui a raison. Et il se développe, il est actif ce débat. Très actif. Oui. Bah oui. Mais géopolitiquement, comment ça se... C'est même le grand débat de l'astrophysique. Oui. Et d'ailleurs, au CERN, avec le LHC, on va chercher des particules de matière noire, des candidats possibles. Donc il y a beaucoup de débats, c'est même l'essentiel des débats de l'astrophysique. De quoi est faite la matière noire si elle existe? Et si elle n'existe pas, comment décrire les observations? Il y a des logiques géopolitiques, je veux dire par là que certaines cultures scientifiques de telle relève sont plus proches de telle ou telle... Non, il y a des communautés, mais elles ne sont pas nationalisées. Elles sont pas, non. Il n'y a pas... non, mais il pourrait y avoir des choses... Non, la communauté des astrophysiciens et cosmologistes, elle est partagée. Mais ce n'est pas des partages nationaux ou culturels. Je ne pense pas. Très bien. Je ne pense pas, mais il faudrait faire une enquête. Merci, cher Étienne Klein. Merci vraiment de votre participation brillante et très, très stimulante. Alors, je vous rappelle que la prochaine conférence se tiendra le mercredi 10 février et que c'est François Héran, professeur au Collège de France, démographe, qui viendra nous parler des logiques de migration à travers le monde, mais bien évidemment aussi dans notre environnement immédiat, c'est-à-dire le continent européen. Merci infiniment à tous et à très vite.